Chine, l'activité du secteur des services a continué de croître de façon marginale en octobre. En effet, l'indice PMI des services, calculé par KX1 et S&P Global, a progressé le mois dernier à 50,4 contre 50,2 en septembre, soit au-dessus du seuil de 50, séparant contraction et expansion de l'activité. La faiblesse des niveaux d'activité a coïncidé avec un nouveau ralentissement de la croissance des nouvelles commandes, qui a été la plus faible de l'année jusqu'à présent, malgré une amélioration plus rapide des nouvelles affaires à l'exportation. Ceci étant, notons que la demande extérieure a continué de s'améliorer, et ce en partie grâce à l'assouplissement des restrictions de voyage qui a attiré davantage de touristes étrangers. Dans le même temps, les entreprises de services ont adopté une attitude plus prudente en matière d'embauche, avec des niveaux d'emploi à changer après 8 mois d'expansion. Enfin, côté projection, les attentes concernant l'activité pour l'année à venir sont tombées à leur plus bas niveau depuis le début de 2020, en raison notamment de la faible croissance des revenus des ménages, de la dette des gouvernements locaux, de la faiblesse du secteur immobilier, des incertitudes persistantes sur le marché du travail. La Banque d'Angleterre a laissé hier ses taux d'intérêt à changer, mais ses responsables ont déclaré que la politique monétaire devra probablement rester restrictive pendant encore une période de temps prolongée. Le comité de politique monétaire a voté par 6 voix contre 3 en faveur du maintien du taux directeur à 5,25%, les 3 autres préférant une nouvelle hausse de 25 points de base à 5,5%. Plus tôt dans la journée, le consensus anticipait une probabilité d'environ 89% d'un deuxième maintien après que la banque ait mis fin à une série de 14 hausses consécutives en septembre. La Bank of England, qui a cessé de relever ses taux en septembre après 14 hausses successives, estime que plus de la moitié de l'impact de la hausse des coûts d'emprunt sur le PIB doit encore affecter l'économie, ce qui suggère que la croissance pourrait ralentir encore plus fortement. Et pourtant, malgré le ralentissement économique, la Banque d'Angleterre estime que l'inflation ne reviendra à son objectif de 2% qu'à la fin de 2025, soit environ 6 mois plus tard que prévu. Que retenir de ces 15 derniers jours d'annonces de politique monétaire qui ont nourri le retour de l'appétit pour le risque sur les marchés financiers? Eh bien, après presque 2 ans de resserrement monétaire agressif, les plus grandes banques centrales de la planète ont décidé de prendre de la hauteur et d'analyser l'impact de ces monetary tightening sur leur tissu économique local avant de réfléchir à leurs prochaines décisions. Globalement, 9 économies développées ont augmenté leur taux pour un total de 3 965 points de base au cours d'un cycle qui a débuté en septembre 2021. Seul le Japon a persisté dans le maintien d'une politique monétaire accommodante. Aux États-Unis, la Réserve fédérale a maintenu ses taux entre 5,25 et 5,50 mercredi, alors que les décideurs politiques peinaient à déterminer si les conditions financières étaient déjà suffisamment restrictives pour contrôler l'inflation ou si une économie qui continue de dépasser les attentes pourrait avoir besoin de davantage de retenue. Au Royaume-Uni, la Banque centrale, comme on vient de le voir, a maintenu ses taux d'intérêt à leur plus haut niveau depuis 15 ans, tout en soulignant que les risques d'inflation étaient encore orientés à la hausse. La Banque centrale européenne a, elle, maintenu son taux directeur à 4% la semaine dernière, notant que les dernières données continuent d'indiquer une baisse lente de l'inflation vers son objectif de 2%. Ceci étant, l'inflation recule, comme on l'a vu, tout comme l'activité, ce qui fait penser aux investisseurs qu'une première baisse de 25 points de base de la Banque centrale européenne pourrait intervenir en avril 2024. La Banque du Canada a maintenu son taux directeur de financement à un jour à 5% le 25 octobre dernier. Les investisseurs prévoient désormais que la pause se poursuivra pendant un certain temps, alors que le gouverneur de la Bank of Canada a déclaré que son institution est prête à augmenter encore ses taux si l'inflation persiste. Enfin, au pays du soleil levant, la Banque du Japon a maintenu mardi dernier ses taux d'intérêt ultra bas, mais a modifié son plafond controversé de 1% sur le rendement des obligations à 10 ans pour permettre aux coûts d'emprunt à long terme d'augmenter davantage. Clap de fin pour le roi de la crypto et patron déchu de FTX. En effet, accusé de fraude, d'association de malfaiteurs et de blanchiment d'argent, Sam Bankman-Fried a été reconnu coupable hier soir par un jury new-yorkais des 7 chefs d'accusation retenus contre lui. Je vous rappelle qu'on lui a reproché notamment d'avoir utilisé à leur insu les fonds déposés par les clients de sa plateforme d'échange de crypto-monnaies FTX qui a fait faillite en novembre 2022, argent qui a permis d'alimenter les transactions et placements à risque de sa société d'investissement Alameda Research, dont les emprunts à la plateforme ont atteint jusqu'à 14 milliards de dollars environ. À l'issue de 5 semaines de procès, SBF encourt désormais jusqu'à 110 ans de réclusion criminelle au total. Sa peine doit être prononcée le 28 mars prochain.
Faisons maintenant le tour de ce qui s'est passé sur la planète financière et en Europe. Les principales places boursières ont clôturé la journée teintée de vert, un vert vif, alors que les grandes banques centrales de la planète semblent désormais attendre de connaître les effets de leur politique monétaire agressive sur leurs économies réelles. Les taux pourraient donc avoir atteint leur acmé et les investisseurs applaudissent tout en recouvrant l'appétit pour le risque. À Paris, le CAC 40 a gagné 1,85% à 7060 points. Le FTSE s'est lui apprécié de 1,4% à 7446 points. Enfin, le DAX s'est adjugé 1,48% à 15 143 points. Aux États-Unis, l'espoir de voir la Fed en avoir fini avec son cycle de resserrement monétaire alimente les marchés actions à la hausse. Le Dow Jones a pris 1,7% à 33 839 points. Le S&P 500 a gagné 1,89% à 4317 points. Enfin, le Nasdaq Composite s'est apprécié lui de 1,78% à 13 294 points. En Asie, ce matin, dans le sillage de Wall Street, le Nikkei a gagné 1,4% pour franchir la barre des 32 000 points pour la première fois en 2 semaines. Sur le marché des rendements obligataires aux États-Unis, les taux ont été poussés vers le bas par les annonces de la Fed et l'intention du département du Trésor américain de réduire ses émissions de dette à long terme. Ainsi, le rendement des trésoreries à 10 ans a reculé de plus de 12 points de base à 4,6841%. Je vous rappelle que ce taux avait dépassé en séance au début du mois d'octobre le seuil des 5%. En zone euro, le reflux est moins marqué. Le rendement du Bund à 10 ans a fini en baisse d'un peu plus de 4 points de base à 2,704% après avoir atteint 2,7%, un plus bas de 2 mois. Enfin, sur le marché du pétrole, les prix ont été portés par le retour de l'appétit pour le risque. Les opérateurs ont en effet particulièrement apprécié le statu quo de la Fed et de la Bank of England, alors que dans le même temps, les salaires aux États-Unis ont baissé, laissant suggérer une poursuite de la baisse de l'inflation. Le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison janvier s'est apprécié de 2,62% pour clôturer à 86,85 $. Son équivalent américain, le West Texas Intermediate avec échéance en décembre, a lui gagné 2,51% à 82,46 $. Le baril, nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 3 novembre et juste après, comme promis, comme convenu, nous retrouverons Antoine Quesada. Antoine qui va commenter pour nous l'ouverture de la séance à Paris, une ouverture qui était attendue dans le vert et sans surprise, eh bien, le CAC 40 prend 0,17% à 7072 points. Est-ce qu'il est temps de revenir ou au contraire le rebond observé ces derniers jours est fini? Question à laquelle va répondre Antoine Quesada dans un instant. À tout de suite.